Vous avez compris après les interventions de Laurent Degos et du professeur Precioso qu'en fait vous aviez eu les interventions utiles et que moi je suis celui qui vient après, c'est-à-dire plutôt du côté du droit et de la technocratie, mais il faut se revendiquer tel qu'on est. Et en fait, ce que l'on traite avec l'équipe d'éthique IA, si j'affiche ça, c'est la petite présentation de l'avenir, sinon je le fais sans, il n'y a pas de souci. En fait, moi, j'ai commencé par faire un DEA technologie d'information et de la communication, puis après, je suis passé du côté plutôt juridique et opérationnel. J'étais directeur du CHU de La Réunion, notamment. Et en fait, je suis depuis une dizaine d'années prof à la chaire santé de Sciences Po à Paris, où j'enseigne sur la partie management en santé et le numérique. Et j'ai eu l'honneur de coordonner avec Claude Kirchner, qui est le président du conseil d'éthique d'INRIA, que le professeur Precioso a cité tout à l'heure, le groupe de travail qui a été mandaté par le Comité consultatif national d'éthique pour préparer le volet éthique du numérique et de l'IA de la révision de la loi de bioéthique. Vous savez que ce chantier législatif est à l'ordre du jour en 2019 et donc on a rendu nos conclusions et qui sont accessibles en ligne sur le site du CCNE, conclusions qui ont été reprises dans l'avis numéro 129 du CCNE, qui est l'avis préparatoire de la révision bioéthique. Pour traiter cette question, finalement, qu'est-ce qu'on fait de la régulation de l'IA? Alors, la notion qu'on porte avec l'initiative Ethikia, qui est un collectif académique, bon, c'est pas grave, je vais faire ça, vous allez voir, ça va être encore mieux comme Sylvie. David, vous pouvez, il est sur l'ordi, vous pouvez le d'accord. Il faut cliquer dessus, il faut le charger, d'accord. Hop. Et voilà. Bravo, vous voyez, c'est la technologie. Et donc, je passe sur les constats de départ, je vous ai présenté tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on se passe du point de vue de la régulation éthique, de la régulation opérationnelle? D'abord un mot pour vous partager une conviction, on parle beaucoup de big data, ça a été parfaitement expliqué à la fois par Laurent et par le professeur Precioso. Big data, c'est la collecte de données massives pour alimenter des algorithmes qui vont nous aider dans la prise en charge médicale. Ça apparaît clair. Clarté opérationnelle, la collecte des données, le cas échéant via des objets connectés, clarté juridique, vous avez vécu dans vos structures les joies en 2018 de la transposition du règlement général sur la protection des données, donc vous savez que la France est un des endroits où on a le niveau de protection juridique le plus fort au monde en matière de données sensibles et de données personnelles en particulier. Clarté en termes de santé publique, comme Laurent l'a parfaitement montré, on collecte ces données pour améliorer la qualité et l'efficience du système. Ça paraît clair, mais la réalité est plus compliquée. Vous avez bien vu que, comme l'a dit le professeur Precioso, on est dans un environnement qui est un environnement non neutre, avec des technophiles et des technophobes, qui utilisent d'ailleurs le big data souvent d'un côté comme le remède à tous les problèmes du système de santé, et de l'autre comme finalement big data, big brother, ce serait la fin de toutes nos libertés. La réalité est plus subtile, et vous mesurez bien que toutes les données de santé en fait ne se valent pas. Ce qu'il y a dans mon iPhone ne vaut pas ce qui est la donnée génétique qui nous constitue comme personne humaine. Et d'ailleurs, le droit français n'ignore pas ça, puisque dès la loi de bioéthique de 1994, il y a un statut particulier qui a été réservé aux données génomiques. Donc la réalité pratique, c'est plutôt celle d'essayer de mieux graduer les données de santé en fonction du niveau de protection réel et du niveau de risque associé à ces données, et avec en sens inverse une notion de base qui est que ce que porte d'ailleurs comme premier principe le comité d'éthique, que finalement le risque éthique principal du numérique et de l'IA en santé, c'est celui de bloquer, l'innovation et la diffusion de l'innovation. Si on bloque cette diffusion de l'innovation, on va continuer à vivre avec les non-qualités, les sous-efficiences qui existent dans le système et que vous rencontrez au quotidien et que Laurent a rappelé dans son propos introductif. Alors, le professeur Precioso a parfaitement décrit de son point de vue très spécialiste, et vous savez qu'il y a un magnifique écosystème sur l'IA ici à Nice, ce que c'était la logique d'intelligence artificielle. Je vous dis avec mes mots de non-mathématicien. La meilleure métaphore que j'ai trouvée pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, c'est une métaphore biologique. Alors je vous présente, si vous ne le connaissez pas, ce que vous avez là, c'est pas un brocoli qui est en train d'exploser, en fait c'est un blob.
Alors, peut-être il y a un certain nombre d'entre vous qui savent que c'est un blob. En fait, c'est une cellule intelligente, mais qui n'est pas un neurone, et dont le but dans la vie, c'est de croître. C'est la cellule la plus grande, l'organisme unicellulaire le plus grand du règne biologique, et qui est en gros une espèce de très gros champignon qui peut atteindre plusieurs mètres. Je vous renvoie aux travaux d'Audrey Dusoutour à Toulouse. Et le but dans la vie du blob, c'est de croître. Donc pour croître, il analyse le terrain, il traite des données, il prend des orientations de décision, c'est un algorithme. Et puis, quand il a une aversion, le blob, c'est qu'il déteste les terrains avec du sel dedans. Donc quand il rencontre un terrain salé, il s'en souvient et il est capable de reconnaître les abords d'un terrain salé pour la prochaine fois. Vous voyez, il apprend, c'est un algorithme qui apprend, il fait du machine learning. Et puis il a une caractéristique, c'est que quand il rencontre un blob, ça peut lui arriver qu'il n'a pas eu le même chemin d'apprentissage, ce qu'on appelle un blob naïf, et que les deux se touchent. Ça fait comme un réseau de neurones, on vous a expliqué ça il y a un instant, du deep learning, et ce qui est magnifique, c'est que le blob peut transmettre son patrimoine d'apprentissage au blob qui n'a pas appris. Et donc c'est du transfert d'apprentissage, du transfert learning. Ça nous incite à la modestie, et ça montre que finalement la biologie, la nature a inventé l'intelligence artificielle avant qu'on cherche à la reproduire. Donc voilà la conviction que je voulais partager avec vous. Comme ça vous a été dit juste avant, effectivement on a sur la question de la régulation éthique un univers qui est travaillé par la science-fiction, où souvent, comme dans Terminator ou comme dans Matrix ici, vous avez vu, les machines ne nous veulent pas du bien. En général, elles veulent d'ailleurs nous exterminer sans qu'on nous explique vraiment pourquoi en fait. Et dans ces films, c'est plutôt d'ailleurs une représentation de nos craintes face à la technologie qu'une analyse réelle des risques. Si on regarde les risques éthiques possiblement associés à l'IA, en fait, ils sont de 3 ordres, et on les a qualifiés, d'ailleurs ce que je vais vous présenter est maintenant la position du comité consultatif éthique, et depuis avant-hier, la position prise par la mission d'information de l'Assemblée préparant la révision des lois de bioéthique. Donc 3 types de questionnements. Le premier, sur la responsabilité des professionnels. C'est une question qui interroge beaucoup dans le champ de la santé, avec le développement rapide de l'IA appliquée à la reconnaissance d'images en radio, en dermato, en ophtalmo. Qu'est-ce qui se passe pour la responsabilité des professionnels? Et bien en fait, il faut, comme ça a été dit juste avant, avoir en tête que les régimes juridiques qui sont applicables à l'exercice en santé sont aujourd'hui très largement efficaces pour couvrir tous les cas de sinistralité constatés. 2 régimes qui se combinent. Le premier, vieux régime de droit français, la responsabilité du fait des choses. Quand un dommage est causé par un robot ou un algorithme d'intelligence artificielle, le responsable, c'est le gardien de la chose, concrètement le professionnel libéral ou son assureur quand on est en ville, le directeur de l'établissement ou son assureur quand on est en contexte hospitalier. Sauf dans un cas, c'est celui de la responsabilité du fait des produits défectueux. Quand le robot ou quand l'algorithme d'IA a une dysfonction, le responsable, c'est le producteur de l'algorithme. Donc les 2 régimes se combinent et ça couvre aujourd'hui tous les cas de sinistralité. Et d'ailleurs, cette antériorité du droit fait écho à ce qui vous avait été dit il y a un instant, c'est-à-dire cette antériorité de l'intelligence artificielle qui existe depuis longtemps informatiquement, mais qui existe aussi depuis longtemps dans le champ de la santé, y compris dans le champ de la santé mentale. Si vous ne la connaissez pas, je vous présente Elisa, qui est en fait le premier chatbot de l'histoire de la santé en intelligence artificielle, qui a été forgé dans les années 60, vous voyez, c'est pas exactement quelque chose de récent, par un algorithmicien qui s'appelle Weizenbaum, et qui fait une expérience. Alors, vous me direz, mais je pense qu'aujourd'hui on la considérerait sans doute plus comme tout à fait politiquement correcte. Il prend un groupe de dépressifs, Weizenbaum, et il leur dit vous allez échanger derrière un écran d'ordinateur avec un psychiatre. Vous allez discuter avec lui. Il divise le groupe en 2. Donc vous avez le groupe A qui échange avec un vrai psychiatre, et puis vous avez le groupe B qui échange avec Elisa. Sauf que c'est évidemment pas du tout l'IA apprenante, hein, c'est l'IA version 1960 qui dit comment ça va, je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit, pourriez-vous préciser, c'est très intéressant, pourriez-vous aller plus loin dans votre développement. Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction et il demande est-ce que ça vous a fait du bien. Et les résultats sont équivalents entre le groupe A et le groupe B. Donc ça nous montre que ça vient de loin, que l'idée d'agir sur la santé avec des outils informatiques n'est pas nouvelle, et que donc du coup le droit permet de capter les risques de dommages, sauf dans un cas, je vous disais, il y a la responsabilité du fait des produits défectueux pour lequel c'est le producteur de l'IA dont la responsabilité est appelée, sauf dans un cas qui est ce qu'on appelle le risque de développement.
La responsabilité du fait des produits défectueux est couverte, est issue d'une directive communautaire de 1985 qui a été transposée en droit français par une loi de mai 1998. Cette loi prévoit une clause d'exonération qui est ce qu'on appelle le risque de développement, un risque qui ne pouvait pas être connu en fonction, qui ne pouvait pas être anticipé en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et vous comprenez que ça peut poser problème pour l'algorithmique ou les solutions d'IA apprenantes. Si vous avez une solution de reconnaissance d'image en mammographie, comme Therapixel par exemple, qui se modifie au fil du temps pour se perfectionner, le producteur pourra dire écoutez, cette solution ou cet algorithme-là tel qu'il s'est transformé, je ne pouvais pas anticiper quel allait être son état au moment où je l'ai mis sur le marché. Vous voyez le cas concret. Et donc du coup, est-ce que ça correspond aujourd'hui à une sinistralité constatée? La réponse est non. Est-ce que ça peut correspondre demain à des cas de sinistralité très importants? La réponse, oui, évidemment, vu le développement rapide de l'IA en santé. Donc, notre recommandation avec le Comité national d'éthique a été de dire qu'il faut traiter la question, mais il ne faut surtout pas la traiter en droit français en 2019. Parce que si on se mettait à créer un régime, comme on sait bien faire, en faisant beaucoup de droits pour créer un régime d'indemnisation du machine learning pur, ça ne correspond pas à des cas de dommages constatés, et ce serait un très fort repoussoir à l'innovation en santé. Je vous propose plutôt de porter la question au niveau européen. Plutôt plus immédiatement près de nous, en fait, il y a deux risques éthiques, deux groupes de risques éthiques. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler les risques de délégation. Alors, premier risque de délégation, la délégation de la décision médicale. Je suis médecin, l'algorithme me propose une solution thérapeutique assise sur des centaines de milliers de cas avec un taux de recommandation de 99,9%. Le risque, c'est que le médecin se pose plus de questions, devienne une forme de presse-bouton, perd en recul dans son analyse de la situation. Mais ça vaut aussi pour moi, comme patient, exactement comme quand le soir je regarde Netflix à la télé. Alors faisons un petit sondage, même si je vous distingue à peine, qui a Netflix à la maison? Levez la main. Bon taux de pénétration à Nice, ça va. Donc j'ai pas d'action chez eux, et à Monaco, mais je dois vous dire que je suis un consommateur heureux. Parce que je regarde que les séries qui sont recommandées à 99%, et que plus j'en regarde, plus l'IA me connaît, et donc du coup plus elle sait avant moi ce que je veux voir. Et donc vous avez compris le processus, donc je ne lis plus la presse spécialisée, je me suis désabonné de Télérama, je ne vais plus à la FNAC, évidemment, et je ne demande plus l'avis de mes amis. D'ailleurs, votre avis ne m'intéresse pas parce que je suis un consommateur heureux et de plus en plus heureux. Mais au fil du temps, vous avez compris le sujet, c'est qu'on n'est pas en droit, là on est de fait. Ma capacité à consentir à la proposition qui m'est faite s'érode au fil du temps. Et le processus vaut aussi en médecine. Si on fait cette proposition thérapeutique-là, assise avec une force de certitude mathématique et une expérience de satisfaction antérieure de recours à la médecine algorithmique, est-ce que je pourrais refuser en pratique cette proposition? C'est la question de l'érosion du consentement du patient, de la délégation du consentement du patient. Le deuxième groupe de risques, c'est, vous connaissez les lois d'Asimov en robotique, donc c'est un ouvrage de science-fiction, où Asimov dit finalement la première loi qu'un robot doit respecter, c'est que le robot ne doit pas porter atteinte à la personne humaine, à l'individu humain. Sauf que quand il pose ces lois, il imagine une interaction entre un individu et un robot. Et comme ça vous a été parfaitement décrit antérieurement, en fait l'IA repose sur une logique collective. C'est une logique de traitement de données de masse, c'est la proposition de décision ou d'orientation d'aide à la décision à partir d'une logique collective. Et il peut y avoir des situations dans lesquelles l'IA ira chercher l'intérêt du plus grand nombre, mais au prix d'une certaine minoration de la prise en compte d'un intérêt individuel pris isolément. Cas concret, cette personne âgée en fin de vie, à qui l'intelligence artificielle trouvera plus rationnel de ne pas administrer cette thérapeutique très coûteuse parce que les fonds correspondants seront mieux employés pour soigner le plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça améliore la qualité et l'efficacité du système, mais au prix d'une perte de chance pour la personne considérée isolément. En tout cas, c'est une question éthique qui se pose. Pris sur une échelle plus large, c'est l'objet de ce petit livre. En fait, comme DG du CHU de la Réunion, j'avais été confronté à la gestion d'une suspicion de cas d'Ebola. Ça avait été assez compliqué, ça avait duré 5 jours. Et pour vous dire ça de manière euphémistique, j'avais pas eu le sentiment pendant les 5 jours que les prises de position du ministère dans la gestion du cas
était marqué du saut permanent d'une rationalité constante. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, je me suis demandé après si ça aurait été mieux géré si ça avait été piloté par une IA. Donc là, le cas Sarah, en fait, c'est un cas d'anticipation. Il y a une épidémie d'Ebola à Paris en 2025. C'est géré par une IA. Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, vous voyez le point de tension entre la gestion individuelle ou par petits groupes et la gestion d'intérêt du plus grand nombre. En tout cas, la question se pose de cette mise en confrontation. Alors, comment on fait pour réguler? Et j'en termine par là. Donc, avec l'initiative Ethikia, on a proposé 5 clés de régulation qui ont été reprises pour l'essentiel par le comité d'éthique et maintenant par la mission de l'Assemblée, en essayant à chaque fois de viser, en fait, vous voyez, la production de droits minimal. L'idée, c'est que si on surréglemente et qu'on se met à créer dans un environnement déjà très réglementé du droit complémentaire, on va peut-être se protéger contre des fantasmes ou des risques qui sont lointains ou pas constatables aujourd'hui, mais on va surtout inciter en pratique les créateurs d'innovation à aller voir ailleurs, et on va inciter les professionnels et les patients dans un univers où les systèmes de santé sont de plus en plus poreux entre eux, à avoir recours à des solutions de médecine algorithmique conçues ailleurs. Le cas n'est pas théorique, algorithme de reconnaissance d'image sur les rétinopathies diabétiques, IDXDR, validé en avril 2018 par la FDA américaine. Voilà. Donc, le sujet, c'est si on bloque l'innovation en France et dans le territoire RGPD, les professionnels et les patients vont aller voir ailleurs avec des solutions dont on ne pourra pas forcément garantir le caractère éthique sur la collecte des données notamment. Alors comment on fait? Donc de la régulation plutôt souple, avec quelques principes. Le premier, c'est l'information et le consentement du patient. Le droit actuel suffit, à condition, et ça a été repris par le CCNE, qu'on élargisse le devoir d'information du médecin au patient. C'est-à-dire que le médecin informe le patient préalablement à l'application de la thérapeutique de ce que sa proposition thérapeutique a été assise par une aide à la décision par intelligence artificielle. Et puis des modalités de consentement à la fois plus souples pour tenir compte du caractère plus séquentiel de la décision médicale et renforcées pour les publics plus vulnérables. La deuxième clé, c'est un principe plus nouveau, deuxième insertion législative, donc ça a été là repris par la mission de Jean-Louis Tourelle, l'idée d'une garantie humaine de l'IA. On pourra discuter si vous voulez sur comment ça se concrétise. C'est un principe général dont vous voyez bien le sens, c'est établir un certain degré de supervision. Mais pas tout le temps. Parce que si on cherchait à faire ça tout le temps, évidemment, on bloquerait le processus d'innovation technologique, on bloquerait la machine. Il faut le faire à bon escient et à des points critiques de régulation, et avec des outils opérationnels. Deux exemples. Avec la Société française de télémédecine, donc on a conçu l'outil, la notion de télémédecine de garantie humaine. Vous allez voir, c'est très simple, c'est l'enfonçage de porte ouverte. Je suis médecin de première ligne, l'IA me fait une proposition thérapeutique que j'achète pas par rapport au cas clinique donné. Et donc, du coup, je vais demander l'avis d'un deuxième avis plus spécialisé à un confrère qui m'aidera à résoudre le cas. Téléexpertise, ça entre dans le cadre juridique de la téléexpertise aujourd'hui et dans le cadre du régime financier fixé par la Convention médicale depuis septembre 2018. Deuxième exemple d'outil, l'idée d'un collège de garantie humaine. Alors, ça vous paraît abstrait comme ça, mais vous voyez, c'est en gros méthode type RCP. On ne fait pas de contrôle a priori, mais a posteriori, on va aller chercher 20 ou 30 dossiers tous les 2-3 mois pour voir comment l'algorithme s'est comporté dans cette spécialité déterminée. Est-ce qu'il reste efficace médicalement? Est-ce qu'il reste responsable éthiquement? Et si ce n'est pas le cas, méthode, chère Sylvia, classique en pilotage qualité, ben à ce moment-là, il y a une boucle de rétroaction pour essayer de dialoguer avec le producteur et améliorer la solution. Et c'est ce type d'outil très opérationnel dont on propose le portage. La troisième clé, c'est la graduation du niveau de protection en fonction de la sensibilité des données. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour sortir de cet effet un peu, on met toutes les données sur le même plan du big data. Et donc, pour y parvenir, il faut partir de la notion que c'est d'intérêt collectif, comme l'a dit Laurent, de partager beaucoup plus largement les données de santé pour améliorer le système, et puis repérer des groupes de données plus sensibles. Donc, avec les équipes de l'IHU Imagine à Necker, on a produit un projet de référentiel de bon usage de l'IA appliqué aux données génomiques, que je vous retransmettrai, et qui repose sur des principes très concrets de bon usage de l'intelligence artificielle sur la donnée génomique. La quatrième clé, c'est évidemment l'accompagnement de l'évolution des métiers, pour éviter de tomber dans la situation du dessin. Et vous voyez bien qu'on est un peu en retard, même s'il y a des signaux plutôt encourageants de volonté de rattraper ce retard.
avec notamment sur la question de la formation médicale, une annonce de la conférence des doyens de faire dès 2019 un module de sensibilisation aux enjeux de la médecine algorithmique pour tous les étudiants de première année de fac de médecine et de pharmacie. Et puis l'insertion en 2019 par l'Agence nationale du DPC de l'IA comme orientation prioritaire de DPC. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien, mais ça veut dire qu'il faut une mobilisation collective forte sur ce sujet. Si vous voulez creuser l'aspect impact sur les métiers, on a publié avant-hier pour l'Institut Montaigne, sur le site de l'Institut, une analyse de l'impact RH de l'IA sur le champ de la santé. Et puis la dernière clé, une supervision externe indépendante à mettre en œuvre, selon plusieurs modalités possibles. Alors, si vous me demandez mon avis personnel, moi je pense qu'en contexte d'aide à l'incubation de l'innovation, il vaudrait mieux plutôt une régulation souple, type privé, type norme ISO, type régulation, certification. Si on laisse faire la technocratie, et ben, écoutez, on peut être sûr qu'on aura beaucoup de textes dans la prochaine loi de bioéthique et un manuel d'accréditation de l'IA d'1 mètre cube. Et donc du coup, la certitude pratique de n'avoir aucune solution pratique qui va se développer et des patients et des professionnels qui iront voir ailleurs. Il y a sans doute une voie intermédiaire à aller chercher, c'est ce qu'a recommandé le comité d'éthique, en investissant la haute autorité de santé d'une compétence de régulation en général, mais qui serait plutôt une compétence de supervision d'un écosystème de régulation plutôt privé, construit avec les professionnels, avec vous, pour essayer de repérer des principes de bon usage à partir de cas concrets, plutôt que de partir d'en haut et d'appliquer ces principes sur le terrain. Donc vous avez compris, en conclusion, mon message, c'est que notre pays a fait de multiples reprises la preuve de son génie créatif dans la production réglementaire, mais que c'est peut-être le moment de se restreindre, ou en tout cas de s'auto-limiter, parce que là il faut gérer une équation qui est, avec une révolution de cas d'usage telle qu'on la connaît, de trouver le bon curseur entre régulation et soutien à l'innovation. Et vous êtes au cœur de cette équation, parce qu'il y a une notion majeure qui c'est de responsabilité sociale d'entreprise digitale. Vous voyez l'idée que pour les établissements de santé, c'est une responsabilité majeure d'accompagner cette transition, d'investir dans la régulation éthique, la régulation qualité de cette transition, mais aussi dans l'évolution des compétences et l'avenir des métiers des professionnels qui auront à l'apporter, parce que le temps est compté. Voilà. Et le mien aussi. Merci de votre attention.